Ils devaient être quatre. Quatre monstres pour dominer les océans. Quatre rois absolument incontestés et incontestables. Les plus puissants cuirassés du monde. Les deux premiers resteront muselés et enchaînés pendant toute leur carrière avant leur triste fin. Le quatrième, quant à lui, ne verra jamais le jour. Et le troisième? Il changera entièrement de forme pour devenir son ennemi juré, le porte-avions. Et pas n'importe lequel, le plus lourd et le plus blindé de toute la Seconde Guerre mondiale. Un monstre pesant près d'une fois et demie le poids de notre porte-avions actuel, le Charles de Gaulle. Amis fans de grands navires, ou simples curieux, je vous présente le troisième navire de classe Yamato, le Shinano. Avant de vous laisser avec le Shinano, j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il n'existe que deux photos du navire. Vous le verrez donc surtout par l'aval de peinture ou encore de plans dans cette vidéo. Deuxième chose, si vous voulez plus d'informations sur la classe Yamato, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet, qui devrait s'afficher ci-dessus, et dont le lien sera en description. C'est certes l'une de mes toutes premières vidéos, mais je reviens en détail sur la genèse du projet du Yamato, et je mets en lumière la création de la classe, une chose que l'on voit assez rarement. Enfin, n'hésitez pas à liker et à commenter. J'ai aussi ouvert un compte Tipeee, alors pour ceux qui souhaitent me soutenir encore un peu plus, n'hésitez pas. Un don peut se faire à partir d'1 euro. C'est tout pour cet aparté et je vous souhaite évidemment un bon visionnage. C'est en 1939 que l'histoire du Shinano commence. C'est à cette date que les plans pour la construction de la deuxième vague de navires de classe Yamato sont décidés. Tout comme la première, elle devait être composée de deux navires. Ces derniers devaient d'ailleurs être légèrement différents du Yamato et du Musashi, qui avaient débuté leur construction respectivement en 1937 et en 1938. Les deux nouveaux navires de la classe devaient emporter plus d'affûts anti-aériens pour une meilleure défense face à cette nouvelle menace qu'est l'aviation embarquée, notamment mise en avant par les raids anglais en Italie. L'autre différence avec les deux premiers navires était au niveau du blindage qui était un peu moins épais. Ce choix peut peut-être s'expliquer par les problèmes rencontrés lors de la construction du Yamato, dû à la lourdeur des plaques et au fait que certaines n'étaient pas particulièrement bien attachées au navire. Mais tout cela n'est évidemment que spéculation. Dans tous les cas, la construction des deux nouveaux navires de classe Yamato allait débuter en 1940, mais très rapidement, des questions allaient se poser sur l'intérêt de tels navires alors que la menace aérienne semblait de plus en plus élevée. Comme dit plus haut, les raids anglais sur les navires italiens abordés dans ma vidéo sur le porte-avions Aquila mettront grandement en avant le porte-avions. En plus de cela, il faut bien se souvenir que le Japon est l'un des pionniers en matière de porte-avions, et que la construction de ceux-ci était surtout un choix de l'amirauté de toujours disposer de gros navires avec de gros canons pour contrer les cuirassés ennemis. Mais même avec ces questionnements, la construction des deux navires avançait à bon rythme, l'objectif étant de lancer le troisième navire de la classe, futur Shinano donc, en 1943. Finalement, tout changera dès 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor. En effet, après l'attaque, la construction des deux cuirassés de classe Yamato verra sa progression suspendue, car elle n'était pas prioritaire et le Japon devait déjà commencer à économiser des matériaux. Très rapidement, la décision sera prise de démolir le quatrième navire, qui n'était qu'à peine 30% de complétion, tandis que le Shinano attendait encore de savoir ce qui allait lui arriver. Et il n'attendra pas longtemps car en juin 1942 aura lieu la bataille de Midway, véritable désastre pour les Japonais qui perdront 4 de leurs 6 grands porte-avions de flotte. À ce moment-là, le choix de lentement démolir le navire allait presque être pris, mais finalement, la bataille changera le destin du cuirassé, et le choix sera fait de le compléter en tant que porte-avions auxiliaire. Pourquoi auxiliaire ? Eh bien car les Japonais connaissaient les défis logistiques de la conversion d'un cuirassé en porte-avions, et le Shinano était quand même dans un état plutôt avancé. Le but ici était donc d'en faire un porte-avions de support lourdement blindé, qui serait en gros un navire de ravitaillement pour les porte-avions de flotte, en support des futures classes Taiho et Unryu.
Le Shinano devait transporter une grande quantité de carburant et de munitions afin de permettre aux avions de revenir rapidement au combat, tandis que lui-même ne devait même pas transporter d'avions. Un tel navire semblait plutôt pertinent pour les Japonais, quoique arrivé un peu tard. Dans tous les cas, son pont devait être capable d'accueillir près d'une cinquantaine d'avions pour le ravitaillement et pour les faire repartir aussitôt. Finalement, il sera malgré tout très rapidement décidé de faire en sorte que le navire embarque quand même des avions au nombre de 47 dans son hangar. Étant donné le travail faramineux nécessaire à la reconversion du navire, nous allons d'abord, dans notre vidéo, aborder les parties du navire qui ne changeront pas ou très peu. Évidemment, comme vous vous en doutez, la coque de base du navire n'allait pas grandement changer. La seule différence avec le Yamato et le Musashi ici était au niveau du blindage, un peu plus léger à certains endroits. Malgré tout, le blindage du navire restait exceptionnel avec une ceinture blindée de 400 mm, réduite en revanche à 160 mm dans certaines parties du navire, là où les plaques de 400 mm n'avaient pas encore été installées. Les flancs du navire au-dessus de la ceinture étaient épais de 100 à 230 mm et le pont blindé de 75 mm. Des chiffres absolument exceptionnels pour un porte-avions, mais nous verrons plus tard que contrairement au Yamato ou au Musashi, il ne faudra pas un nombre astronomique de bombes ou de torpilles pour couler le Shinano. Le nouvellement nommé porte-avions devait aussi embarquer la même motorisation que les Yamato, à savoir 12 chaudières à vapeur développant un total de 150 000 chevaux. La vitesse du navire devait être de 27 nœuds, soit 6 de moins que le Taiho, mais plus ou moins exactement la même que celle du Yamato. Les similitudes s'arrêtent là. Évidemment, le Shinano et les deux autres cuirassés de classe Yamato ne pouvaient pas partager beaucoup plus qu'une coque et des machines. Pour ce qui est de l'armement, le navire devait à la base disposer des canons de 100 mm, fraîchement sortis d'usine et utilisés par les destroyers de classe Akizuki. Mais la production était lente et finalement le navire se rééquipa des bons vieux 127 mm trouvés sur une bonne partie des autres navires japonais. En revanche, en termes d'armement anti-aérien, le navire était plutôt généreux, avec un très grand nombre de canons de 25 mm et même des roquettes. Comparé au Taiho, ce nombre plus élevé est évidemment dû à la base plus large du porte-avions. Mais dans tous les cas, ces affûts anti-aériens n'auraient pas servi à grand chose, car au moment de la construction du navire, ils étaient déjà complètement obsolètes. Il suffit de voir leur efficacité sur les Yamato et Musashi face aux avions américains. Comme vous avez pu le voir, plus qu'un nouveau porte-avions, ce navire est très clairement un mélange un peu étrange de Yamato et de Taiho. Cela se ressent directement dans la passerelle de commandement utilisée sur le Shinano, qui est directement inspirée par celle du Taiho, avec notamment la grosse cheminée qui partait légèrement sur le côté de la passerelle. Le navire devait être équipé du tout dernier radar japonais qui, même s'il n'était pas au niveau de celui des Américains, restait évidemment toujours mieux que rien. Enfin, pour ce qui est de la partie la plus importante d'un porte-avions, à savoir le pont d'envol et les hangars, le Shinano n'avait pas grand chose à envier à ses pairs, tout du moins en termes de pont. Le navire partait d'une base absolument immense et bien blindée. Le pont d'envol était extrêmement large et laissait la place pour un grand nombre d'avions. Très utile en cas de réparation et de maintenance, et il était plutôt bien blindé, comme nous l'avons vu. En revanche, là où on peut donner une très bonne mention à l'ancien cuirassé de classe Yamato, en termes de pont d'envol, ce n'est clairement pas la même chose pour son hangar. Effectivement, le navire n'ayant pas été construit comme un porte-avions à la base, ce dernier ne pouvait accueillir qu'un seul hangar, ne lui permettant de transporter qu'une quarantaine d'avions, comme nous l'avons vu plus haut encore une fois. Un nombre très faible évidemment, mais les Japonais étaient conscients de ce défaut. Un petit détail intéressant aussi est que les réserves de munitions des avions devaient être placées assez haut dans le navire pour ravitailler plus rapidement les appareils des autres porte-avions. Enfin, le navire devait transporter plus de 700 000 litres de carburant pour les avions, une capacité évidemment largement supérieure à la taille de son petit groupe. Ce petit groupe devait justement être composé d'une vingtaine de A6M-0, le même chasseur que l'on voyait à Pearl Harbor, devenu obsolète face aux nouveaux avions américains, notamment le F-6F L4. Le reste de l'unité du Shinano aurait été composé de D3A2 VAL,
un avion lui aussi obsolète et de B6N Jill pour les torpilles. Les deux derniers types d'avions devaient être plus tard remplacés par leurs successeurs respectifs, mais cela n'arrivera évidemment jamais. Au final, le navire avait des dimensions absolument folles pour un porte-avions. Il mesurait 266 mètres de long pour 36 mètres de large, devait peser presque 72 000 tonnes en ordre de combat et transportait près de 2400 hommes d'équipage. Le tout pour seulement 47 avions, mais un très grand nombre de ressources pour permettre le ravitaillement des autres aéronefs de la flotte. Son blindage devait lui permettre d'encaisser les coups, même si, en tant que porte-avions de 3ème ligne, il n'était pas censé en subir autant que les porte-avions de classe Taiho. Un tel design, même si loin d'être parfait, faisait sens, et quand on voit l'utilisation de la marine impériale japonaise de ces cuirassés, on se dit que peut-être le Shinano aurait été plus utile sous cette nouvelle forme. Mais même si le navire semblait pertinent en 1942, sa construction se finira beaucoup trop tard pour changer quoi que ce soit, et nous verrons que cette dernière sera sacrément bâclée afin de permettre au navire d'arriver plus tôt sur la ligne de front. C'est avec tous ces détails en tête que la construction du navire allait reprendre en 1942. Dans le même temps, les Japonais étaient aussi en train de construire leur tout nouveau porte-avions Taiho, qui a été vu plusieurs fois dans cette vidéo, et qui devait être le renouveau de la flotte impériale japonaise. Mais même si le design en lui-même semblait plutôt bon, les Japonais ne pouvaient absolument pas suivre les Américains en matière de construction de navires. Dans tous les cas, la conversion du Shinano avancera malgré tout à bon rythme entre 1942 et 1944. Il était justement prévu de lancer le navire en avril 1945, mais plus la guerre avançait et plus le Japon perdait du terrain, et surtout des porte-avions. Malheureusement, l'on ne sait que très peu de choses sur la construction du navire en elle-même. On sait évidemment que les mêmes précautions que pour la construction des autres classes Yamato avaient été prises, allant des immenses murs pour couvrir le navire à une inspection générale de tous les employés travaillant sur le navire, au gradé ou non, et ce, tous les jours. Évidemment, à cause de la guerre, la reconversion du navire prenait plus de temps que la construction du Musashi, mais elle avancera plutôt bien jusqu'à un moment critique en 1944, la bataille de la mer des Philippines, dans laquelle le fameux Taiho, qui avait été lancé seulement quelques mois plus tôt, fut coulé par une seule torpille, qui en elle-même ne fit que très peu de dégâts au navire, mais en raison d'un défaut de conception de ce dernier et d'un très mauvais contrôle de dégâts, aura des conséquences catastrophiques. Le problème était que le carburant des avions était extrêmement mal protégé. Une bonne partie de ce dernier allait s'étendre un peu partout dans le navire, puis s'évaporer et pénétrer dans les différents hangars. Comme ces derniers étaient pratiquement entièrement fermés, sauf pour les ventilateurs, l'équipage, qui ne savait déjà pas vraiment quoi faire pour évacuer les gaz, allait faire une dernière erreur. Mettre en route, à fond, absolument toute la ventilation du navire, pour essayer d'évacuer les fumées, ainsi que d'ouvrir toutes les portes et écoutilles pour accélérer le processus. Le résultat fut que les gaz, au lieu de sortir du navire, s'étaient propagés dans pratiquement tous les compartiments de ces derniers. Puis finalement, ce qui devait arriver arriva, une simple petite étincelle au mauvais endroit. Même si à un moment-là, 6h30 après que la torpille ait touché le navire, tout ce dernier était à mauvais endroit. L'étincelle qui allait se déclencher résulta en une immense explosion suivie par d'autres explosions tout aussi grandes, le tout faisant couler le navire en très peu de temps et emportant presque tout son équipage avec. Le Taiho ne sera pas le seul porte-avions à couler pendant la bataille et le commandement changera alors les plans pour le Shinano. Le navire devait maintenant être prêt en octobre, alors que les ressources et les hommes alloués à son achèvement n'allaient pas augmenter. Le travail allait donc être bâclé jusque-là. Les plaques de blindage seront mal assemblées à certains endroits du navire, les rivets des compartiments étanches du navire seront mal assemblés eux aussi, voire pas du tout, notamment au niveau de la ceinture. En plus de cela, l'équipage du navire n'était pas formé ou très peu, notamment en termes de contrôle de dégâts qui était l'un des défauts critiques de la marine impériale japonaise. Malgré ce travail de très mauvaise qualité, le navire ne sera pas prêt pour la bataille du golfe de Leyte, où les Japonais prendront encore une très grosse rouste face aux Américains, dans la toute dernière et plus grande bataille de porte-avions de l'histoire, qui était aussi le dernier moment où les Japonais pouvaient encore faire pencher la balance en leur faveur
ou au moins gagner du temps. Pire encore, un mauvais présage allait toucher le navire avant même son lancement. En effet, lors de sa mise à flot le 8 octobre, le porte-avions sera poussé dans son dock à cause d'une mauvaise manipulation des ingénieurs. Cela abîmera la proue du navire sous la ligne de flottaison et retardera encore sa mise en service. Il sera finalement mis à flot le 26 octobre après ses réparations, et il faudra attendre le 19 novembre 1944 pour voir la mise en service du porte-avions Shinano, troisième navire de la classe Yamato et le porte-avions le plus lourd du monde. Comme le navire a été construit à Yokosuka au sud de Tokyo, l'amirauté décide alors de le faire partir pour Kure, beaucoup mieux protégé. Le voyage ne devait durer qu'une journée et il sera décidé de l'entamer le 28 novembre. Le commandant du navire, Toshio Abe, demanda alors de reporter ce voyage. La plupart des portes étanches n'étaient même pas en place. Aucun test des flux d'air dans les différents compartiments du navire ne fut effectué, sans même parler des nombreux trous au niveau de la protection anti-torpille du navire. Il y avait d'autres défauts, mais ceux-ci étaient les plus importants. Dans tous les cas, ce qui était sûr, c'est que le navire, en cas d'impact de torpille, ne pouvait pas pomper l'eau assez rapidement, et ça, le commandant le savait. Évidemment, le haut commandement japonais refusera de repousser le départ du navire et il partira donc le 28 novembre 1944, très exactement 80 ans avant l'anniversaire de votre serviteur, vous contant cette histoire. Le navire partira accompagné de quelques destroyers qui venaient à peine de revenir de la bataille du golfe de Leyte, qui était d'ailleurs encore endommagée, et dont les capitaines avaient aussi demandé un délai qui leur sera à eux aussi refusé. Lors du départ, le navire comptait encore 300 travailleurs à son bord afin de continuer de travailler justement sur le navire. Le commandant choisira de naviguer 2 jours afin que son équipage soit prêt en cas d'attaque. Mais finalement, un dernier détail sera modifié avant le départ du navire. Abe demandera une couverture aérienne que le commandement lui refusera de nouveau. Le commandant choisira alors de partir de nuit pour plus de discrétion. Le voyage devait durer environ 16 heures à 20 nœuds tout en zigzagant afin d'éviter les attaques de sous-marins. En parlant de sous-marins, je vous présente l'USS Arthur Fish. Du nom d'un petit poisson d'une vingtaine de centimètres, appelé poisson archer en français, qui est plutôt connu pour sa méthode de chasse assez étrange car il chasse ses proies, notamment des insectes, en tirant de petits jets d'eau à la surface afin de les assommer, voire de les tuer, puis de les manger une fois tombés à l'eau. Dans tous les cas, notre sous-marin, un peu plus gros qu'un poisson, était un navire de classe Balao, une excellente classe de sous-marin qui fera justement surface le 28, peu avant 21 h. Son radar lui indiquera que plusieurs navires se trouvent dans les environs, dont un plutôt gros, et le sous-marin choisira évidemment de les suivre. Il sera repéré peu avant 23 h et un destroyer choisira alors de partir à la recherche de notre sous-marin, contre les ordres du commandant Abe, qui pensait que ce dernier n'était justement pas seul. Malheureusement, bien que le Shinano fût un peu plus rapide que le sous-marin malgré ses zigzags, il paiera très rapidement pour ses défauts, car le moteur de l'une de ses hélices commençait à chauffer bien plus qu'à la normale. Le commandant ordonnera donc de ralentir un peu le navire, ce qui permettra à l'USS Poisson Archer de rester à une distance respectable de l'ancien cuirassé. À 2h56, le 29, lors de sa phase de zigzag, le Shinano, par inadvertance, tournera complètement de flanc face au sous-marin, qui fit justement surface afin d'ajuster son tir du mieux qu'il pouvait. Peu après, un destroyer japonais passera littéralement juste à côté du sous-marin sans le repérer et à 3h15, le capitaine ordonne le tir. Le poisson archer crachera donc ses 6 petites gouttelettes avant de replonger et de fuir très rapidement, car évidemment, le bruit des torpilles avait été détecté. Et même si les destroyers étaient rapidement partis à la poursuite du gros poisson, la catastrophe allait arriver et le Shinano sera touché par 4 des 6 torpilles de l'USS Arthur Fish. Juste en dessous de la ceinture pour 3 d'entre elles, tandis que la 4e touchera la poupe du navire. L'inondation était presque totale car, comme nous l'avons vu plus tôt, le navire n'était pas très bien fini et les dégâts occasionnés menaçaient grandement la structure du navire. Au départ,
L'équipage pensait pouvoir gérer les dégâts, pensant évidemment que le navire était aussi bien blindé que le Yamato et le Musashi, tandis que la citadelle n'avait même pas été touchée. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le Yamato et le Musashi, eux, avaient été bien terminés. Dans tous les cas, le Shinano ne souffrait pas exactement du même défaut en plus que le Taiho qui, je le rappelle, a coulé à cause d'une seule torpille, même si en réalité c'est une simple étincelle qui est le réel responsable. Et évidemment, comme nous sommes dans un navire de classe Yamato, un navire censé être invincible, l'équipage ne se pressera pas vraiment pour contenir l'inondation causée par les torpilles. Le commandant Abe ordonna donc de continuer à la même vitesse, en jugeant d'ailleurs que les torpilles américaines étaient de moins bonne qualité que les torpilles japonaises, ce qui est en soi plutôt vrai, mais d'un autre côté, les efforts pour alléger les dégâts ne sont pas les mêmes des deux côtés. Il est sûr que si le Shinano avait pris des torpilles de type Longlands typiques des japonais, il n'aurait peut-être pas fallu 4 d'entre elles pour le couler, et certainement pas plusieurs heures, comme nous allons le voir. Évidemment, continuer à cette vitesse ne faisait qu'accélérer l'inondation et très rapidement, le navire prenait déjà 10 degrés sur tribord. Encore plus rapidement, ces 10 degrés se transformeront en 15 degrés et le commandant ordonnera donc d'essayer d'échouer le navire sur une île non loin. Les mesures pour contrer l'inondation feront en sorte de faire passer la gîte du navire à 12 degrés, mais cela ne suffira pas et le commandant Abe ordonnera de faire passer les civils dans les destroyers, tandis que l'équipage du navire tente encore et toujours de contrer cette inondation. À 5h30, le navire ne va plus qu'à 10 nœuds et à 6h, il prendra 20 degrés de gîte. Puis les moteurs, complètement inondés, finiront par s'éteindre vers 7h. 2 destroyers recevront l'ordre de remorquer le porte-avions, mais évidemment, que peuvent faire de tout petits navires avec cette immense carcasse de plus de 70 000 tonnes, sans même compter toute l'eau qui est à l'intérieur. Là, on se rapproche plus du poids de Godzilla. À 9h, ce sont tous les systèmes électriques du navire qui coupent, et à 10h, le navire prend presque 30 degrés de gîte. Abe ordonne de l'évacuer. Le navire était tellement immense que lorsqu'il se retourna, il emmena avec lui bon nombre de marins qui tentaient soit d'évacuer, soit qui étaient déjà en train de partir à la nage vers les navires plus proches. À 10h57, le navire coule par 4000 mètres de fond, emportant avec lui 1435 hommes d'équipage, dont certains travailleurs qui n'avaient même pas été évacués, ainsi que le commandant, qui choisit de partir avec son navire. Ainsi finit l'histoire du porte-avions Shinano, le navire le plus lourd de sa classe pendant près de 11 ans, troisième navire de la classe Yamato, et le deuxième à couler. Cette fois-ci avec beaucoup moins d'efforts que pour les deux autres. Pour rappel, le Musashi, qui avait coulé à peine plus d'un mois plus tôt, avait pris un total d'une vingtaine de torpilles et d'une vingtaine de bombes, contre seulement 4 torpilles pour le Shinano. Le navire aura été littéralement assassiné par de nombreuses mauvaises décisions lors de sa construction, lors de sa mise en service, ainsi que lors de son premier voyage. Le principe en lui-même avait du potentiel et un navire comme celui-ci, bien fini, aurait peut-être été utile au Japon, à condition qu'il soit arrivé beaucoup plus tôt. Il ne faut pas oublier que le Yamato et le Musashi étaient capables d'encaisser énormément de coups, alors un porte-avions de 3ème ligne aussi blindé avec une couverture aérienne aurait été aussi très difficile à couler. Peut-être aurait-il eu une certaine utilité pour la marine impériale japonaise dans ce cas-là. Même s'il ne faut pas oublier que les avions japonais avaient tendance à exploser bien plus souvent que leurs homologues américains, rendant le ravitaillement un peu plus compliqué. Le Shinano est un exemple absolument parfait du désespoir du Japon dès Midway, où ces derniers annuleront littéralement la construction de leur cuirassé de classe Yamato pour le convertir en porte-avions, qui coulera très peu de temps après sa mise en service. Peut-être finalement aurait-il eu une meilleure carrière en tant que cuirassé. C'était Largosi, et je vous ai présenté le Shinano. En espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et si vous voulez me soutenir un petit peu plus, je viens d'ouvrir, comme je l'ai dit plus tôt, un compte Tipeee sur lequel vous pouvez me faire un petit don à partir de 1€. Cela m'aiderait grandement et je vous en serais évidemment infiniment reconnaissant. En vous souhaitant, comme toujours, bon vent et mer calme.